Ne jamais céder au complotisme, à l'obscurantisme, au relativisme. Théorie de complot. Le film de complot est un genre très vaste, allant du plus fantaisiste des complots. Tous les pères des prix Nobel étaient contraints, sous la menace, à donner des échantillons de sperme dans des petits flacons en plastique qui sont entreposés dans les sous-sols de l'immeuble du Rockefeller Center sous la patinoire. Au plus probable des complots. N'obéissez pas aux ordres d'utiliser des armes de destruction massive contre quiconque. Je suis venu en Irak pour trouver des armes et sauver des vies. Et j'ai trouvé que dalle. Pourquoi nos équipes ont jamais pu trouver une seule arme? Des infos bidons. Peut-être qu'on se pose pas la bonne question. C'est une théorie. Avec une particularité néanmoins, c'est que le plus fantaisiste des complots est parfois rattrapé par une réalité si proche du film que la vérité est à jamais entachée par le doute. Par exemple, dans Au revoir à jamais, 5 ans avant le 11 septembre 2001, le film nous expliquait que le premier attentat contre les World Trade Center qui avait eu en 1993 n'était qu'un coup d'essai. Vous allez me dire que vous planifiez un attentat terroriste pour soutirer du pognon au Congrès? On voyait alors des membres du gouvernement placer des corps de musulmans dans un véhicule. Nous blâmerons les musulmans naturellement. Pour un faux attentat suicide destiné à tuer 4000 personnes au cœur de New York. 1993. World Trade Center bombing, remember? During the trial, one of the bombers claimed the CIA had advanced knowledge. The diplomat who issued the terrorist visa was CIA. Dans un genre nettement plus ambigu, The Ghostwriter de Roman Polanski. Cette fois-ci, c'est l'ancien Premier ministre anglais, Tony Blair, qui est visé. La théorie du film est que la CIA use de sa logistique pour faire élire le chef du gouvernement anglais. Vous croyez que c'est possible? Tenez une question. Citez-moi une décision que Lang a prise en 2 ans comme Premier ministre, qui n'a pas été dans l'intérêt des États-Unis. Il mise sur un arriviste sans conviction politique, sorti de nulle part, qui a fait un peu de théâtre dans sa jeunesse et sait avant tout charmer les foules. Vous avez fait du théâtre? Un peu. Une bonne formation pour la politique, le théâtre. Disons que ça me plaisait. Vous savez, monter sur scène, faire semblant d'être un autre et puis se faire applaudir pour ça. Dans le seul but d'avoir un pantin européen prêt à servir les intérêts américains. Les déclinaisons du film de complot sont infinies. Chérie, tu veux savoir qui a tué Kennedy? Imaginez un jeune ministre à l'image neutre, venu de la finance, au tempérament modelable. Un grand cabinet de conseil américain lui propose de travailler gratuitement à sa campagne afin de faire de lui le prochain président de la République française. Là on accroche le spectateur, c'est une très bonne intro. Alors travailler gratuitement et être américain, surtout pour un gros cabinet de conseil, ça paraît un peu gros, mais c'est qu'un film, juste un film. Une vingtaine d'employés de ce cabinet qui se font habituellement payer 2000 balles par jour choisissent le bénévolat le temps d'une élection. Si le public suit, moi ça me va. Dans ce scénario, le cabinet de conseil américain, on l'appellerait Macintosh, MacGyver, McKinsey. C'est pas important. Du moment qu'ils donnent des conseils qui permettent de prendre le pouvoir. Et plutôt qu'un programme cohérent, la campagne ciblerait des groupes en leur disant ce qu'ils veulent entendre. Tu dis ça à la gauche, ça à la droite, ça aux écolos, ça aux communautés. Tu promets une femme Premier ministre, tu leur fous un barbu dépigmenté. Mais c'est pas cohérent, dit le futur chef du pays indépendant. Tu seras de droite avec la droite, de gauche avec la gauche, répond l'américain, qui déjà travaille bénévolement, faut arrêter de l'emmerder avec les détails. Le peuple suit, la presse valide, pas forcément dans ce sens-là. La presse valide, le peuple suit. L'image du héros. Le poulain devenu président, comme dans The Ghostwriter, se retrouve face à des crises de grande ampleur. Et là, pour gérer, plutôt que de faire appel à ces hauts fonctionnaires dont c'est le métier, Un seul à la fois. il renvoie l'ascenseur aux anciens bénévoles de McKinsey, payés cette fois-ci à coups de millions tirés des caisses publiques pour des tas de conseils. Comme 500 000 € juste pour évaluer l'évolution du métier d'enseignant en France. Mieux que ça, le nouveau président français nommerait l'ancien président de McKinsey France à la tête de Polytechnique pendant qu'un des responsables de son parti serait quant à lui embauché dans la firme américaine. Et alors, ça marche comme ça dans un tas de républiques. Pour ajouter de la complexité à ce récit totalement fictif, le cabinet McKinsey obtiendrait ses contrats sans appel d'offres légales, puisqu'il ne serait pas en règle avec l'administration fiscale depuis 10 ans malgré des millions engrangés, sans que l'ancien ministre des Finances devenu président ne l'ait jamais remarqué. Là ça sent l'Oscar, on est dans le dernier tiers du film. Pour gérer les crises traversées par son pays, le président français confie donc nos données au cabinet américain afin qu'il trouve des solutions qui nous arrangent, nous les Français. 3, 2, 1...
On les baise! Le hic, c'est que le gouvernement américain a légalement le droit d'accéder aux data de ces entreprises, donc à toutes les données françaises qu'a confié le président dans ce film. Uniquement dans ce film. Pour quelques dollars de plus, McKinsey trouve des solutions à nos problèmes. Comment gérer diplomatiquement la crise des gilets jaunes et celle du Covid? En l'occurrence, acheter le vaccin américain, faire interdire celui de la concurrence. Comme quoi le bénévolat ça rapporte, pour recevoir il faut donner. Avec ça on a la fin. On ouvre même sur une suite complètement paranoïaque sur le traitement des datas qui rendrait la population plus prévisible. Ouais parce que dans le film, un peu plus tôt, le président Chéri aurait convaincu les Français que pour combattre la grippe, ils devraient remplir des attestations numériques dès qu'ils sortent de chez eux, même s'ils vont promener leur chien Kiki, le tout sous peine d'amende. On aurait fait entrer les habitudes des Français dans des algorithmes. On n'arrête pas le progrès, Duc. Bon évidemment tout ça dans la vie ça n'arrive pas, mais c'est justement pour ça que ça ferait un bon scénario. Ça nous changerait des histoires de barbecue entre bobos parisiens. Vous savez quoi, on va laisser tomber le barbecue. J'ai repéré au Vigan un petit resto qui fait de l'aioli. Pour soutenir cette chaîne, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Un compte Tipeee existe aussi afin de financer des pubs destinées à promouvoir cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le lien en dessous de la vidéo.